Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le gouvernement annonce des mesures de soutien au secteur agricole. Il compte aménager 20 000 hectares et mettre 10 000 charrues à disposition des producteurs au titre de la campagne agricole 2016-2017. Des mesures entérinées ce matin en Conseil des ministres. La méningite a provoqué une vingtaine de morts depuis le début de l'année dans les districts sanitaires de Batié et de Gawa. Selon les responsables sanitaires, la situation est sous contrôle et la maladie n'atteindra pas le seuil d'épidémie. Plus chaud, plus sec, plus humide, regardons l'avenir en face. C'est le thème de la journée mondiale de la météorologie célébrée ce 23 mars. Au Burkina Faso, des avancées sont enregistrées sur le plan des équipements, mais le dispositif pêche dans la diffusion des informations météo en cas d'urgence. Et puis, les enquêtes pour l'identification des auteurs des attentats de Bruxelles avancent. 4 hommes seraient impliqués, dont les frères El Bakroui. La police belge a fait plusieurs perquisitions et saisi du matériel. Les véhicules vétustes de l'État seront recensés et mis en vente aux enchères. La décision a été prise ce matin en Conseil des ministres. Des mesures ont aussi été prises pour une meilleure gestion du parc automobile de l'État et du carburant. Pour la campagne agricole 2016-2017, 20 000 hectares seront aménagés et 10 000 charrues seront mises à disposition des producteurs. D'autres dossiers ont été examinés. Le point avec Urbain Sommet et Janine Kambiré. Les textes d'application du statut de la justice. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, des mesures de réduction du train de vie de l'État sont prises, avec un accent particulier sur la gestion du parc automobile et du carburant. En ce qui concerne le budget 2016, toutes les lignes de crédit concernant l'acquisition de véhicules ont été supprimées. Et il y aura ensuite une vaste opération de recensement des véhicules de l'État qui sont dans les différents ministères sur cale et en mauvais état et qui seront reformés donc et mis en vente aux enchères très prochainement. Un nouveau décret sera mis en place pour réduire les baux administratifs. Ils ont coûté environ 5 milliards 300 millions de francs CFA à l'État en 2015. Pour cette année 2016, nous aurons à peu près une dizaine de baux administratifs qui seront résiliés pour petit à petit aboutir à à la fin de cette pratique-là, par la construction notamment de grands centres administratifs qui permettront de loger l'ensemble de notre administration. Au niveau du département de l'agriculture, 20 000 hectares seront aménagés pour la campagne agricole 2016-2017. L'État prévoit d'accompagner les producteurs avec des semences améliorées, des intrants, 10 000 charrues et des animaux de trait. Et pour ces 20 000 hectares d'aménagement, il nous faut accompagner les producteurs avec de la semence de qualité. Il faudra que nous les accompagnions avec des intrants tels que l'engrais de qualité. Et il faut aussi que nous puissions répondre à leur accompagnement avec une certaine mécanisation, dont l'opération des 100 000 charrues que vous connaissez déjà. Et cette année, nous allons accompagner avec 10 000 charrues. Nous avons 1,5 milliard pour le matériel agricole, dont je parlais tantôt des charrues, 2 milliards pour acquérir les engrais, au moins 4 000 tonnes, 1,8 milliard pour les animaux de trait, soit au total 5,319 millions. Les provinces du Numbiel et du Poni sont les plus touchées par la méningite au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, une centaine de cas a été recensée dans ces deux provinces. La maladie a fait une vingtaine de morts. Selon les responsables sanitaires de la région du Sud-Ouest, le risque d'épidémie est faible. Justin Karambiré et Draman Kabori. Selon les premiers responsables des districts sanitaires de Gawa et de Batié, près d'une centaine de cas de méningite avec plus d'une vingtaine de décès ont été enregistrés de la première à la 11e semaine dans les deux provinces. Depuis la première semaine, on a enregistré 50 cas de méningite au district de Batié
Malheureusement, nous avons déploré 5 décès, soit une létalité de 10%. Heureusement, à partir de cette semaine 11 là, nous n'avons eu qu'un seul cas. De la première à la 11e semaine de l'année, nous totalisons 49 cas contre 15 décès. Face donc à la gravité des cas de malades enregistrés à Gawa et à Baltier, le ministère de la Santé a pris ses responsabilités. Le ministère prépositionne des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas. Ces médicaments sont disponibles à notre niveau et tous les cas qui ont été notifiés ont été donc pris en charge conformément aux directives du niveau national. Pour les médecins-chefs du district sanitaire de Gawa, habituellement c'est le méningocoque qui est le vecteur pathogène de la maladie, mais vu que pour les cas de cette année, c'est le pneumocoque, il n'y a donc pas de quoi s'alarmer. La méningite a une létalité qui est moins forte, mais elle a tendance à provoquer des épidémies, contrairement au pneumocoque qui provoque très rarement des épidémies. Donc je crois que ça aussi c'est un facteur qui est rassurant pour nous, compte tenu du fait qu'on n'a pas un germe fortement épidémiogène. Donc nous pensons que le risque en tout cas d'épidémie n'est pas très élevé. Pour des éventuelles préventions de la transmission du germe de la méningite, des comportements sont à observer. Devant tout signe qui peut faire penser à une méningite, c'est la fièvre, c'est les céphalées intenses, des vomissements, la raideur de la nuque ou même un coma. Il faut consulter immédiatement une formation sanitaire. Pour les premiers responsables des 2 formations sanitaires, face à l'ampleur de la situation de la méningite dans le Numbiel et le Poni, il n'y a plus d'inquiétude. Les risques de propagation et de contagion devraient être freinés avec les premières pluies. Un séminaire pour mettre les professionnels de santé en phase avec les technologies de pointe en matière d'analyse de sang. La formation se tient à Ouagadougou. Elle est organisée par l'Agence de représentation ouest-africaine en collaboration avec la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. Les pathologies sanguines, leur détection et leur prise en charge. Une préoccupation chère pour l'ensemble des Burkinabés. Sur la question, l'espoir de plus d'un est en grande partie fondé sur les spécialistes de la santé ici réunis. Ils sont venus associer leurs efforts et leur savoir à ceux des fabricants et distributeurs d'équipements médicaux et scientifiques pour repousser les barrières des maladies liées au sang et soulager les personnes qui en souffrent. L'ARCOA, l'agence de représentation commerciale ouest-africaine, co-organisatrice de ce séminaire, affiche un objectif: mieux informer les acteurs conviés sur les dernières avancées technologiques relatives à l'étude du sang. Il y a différents thèmes, il y a l'hématopoèse, il y a donc les réticulocytes, en fait, qui sont un paramètre très important dans la caractérisation de l'anémie. On a aussi une communication sur le programme qualité du fabricant, très important dans les démarches d'accréditation et de certification des laboratoires, soit pour les centres de recherche, pour les labos des hôpitaux. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, échange de bonnes pratiques, échange sur les innovations et évolutions technologiques, échange sur les besoins de nos utilisateurs et informations utiles qui seront recueillies sur les exigences géophysiques et climatiques des équipements qui sont livrés dans notre pays. L'heureuse structure représentée à ce séminaire intitulé Hématologie pour tous, c'est l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. La formation sanitaire s'est vue dotée gracieusement d'un équipement de détection des pathologies sanguines. Ce 23 mars, la communauté internationale commémore la journée mondiale de la météorologie. Les informations météo sont précieuses pour la prise de décision. Au Burkina Faso, les services météo tentent bien que mal de répondre à cette attente. La diffusion de l'information météo en temps réel reste le principal challenge des services météo. Rejocam et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Plus chaud, plus sec, plus humide, ainsi va le monde à l'heure du changement climatique. Les risques de catastrophes naturelles n'ont jamais été aussi élevés, aucun pays du monde n'est à l'abri. Les services météorologiques sont au cœur du dispositif de prévention. C'est de là que peuvent venir les alertes précoces qui sauvent et bien d'autres informations essentielles à la prise de décision.
Nous avons par exemple le bulletin quotidien qui est diffusé au niveau de la TNB. Et nous avons également le bulletin synthétique hebdomadaire que nous envoyons chaque semaine au niveau de notre ministère pour le Conseil des ministres. Et également un bulletin mensuel pour l'analyse de la situation pluviométrique qui est également envoyé en Conseil des ministres pour les décisions. Et il faut ajouter à cela, par exemple, des bulletins climat-santé. Pour la collecte de toutes ces informations, le Burkina Faso dispose de 10 stations principales de ce type et de stations secondaires. Un parc aujourd'hui en cours de modernisation. À court terme, il est question de les remplacer par des stations automatiques. Nous avons déjà 19 stations de ce type-là que vous voyez derrière moi, qui sont des stations automatiques. Et l'avantage de ces stations automatiques, c'est de pouvoir avoir l'information en temps réel au niveau de notre serveur qui est installé au niveau de notre service ici, mais également de pouvoir avoir des données de qualité. Pour cela, nous avons acquis dans le cadre du partenariat une cinquantaine de stations de ce type-là et 10 autres pluviomètres électroniques à transmission GPRS que nous allons installer bientôt. L'autre point positif concerne les ressources humaines. Après de longues années sans recrutement, les services météorologiques du Burkina retrouvent à nouveau du sang neuf. Mais le vrai défi aujourd'hui au Burkina, c'est celui de la diffusion de l'information météo au profit du citoyen en temps et en heure. Un maillon essentiel de la chaîne qui attend d'être complété. Le rêve ici à la Direction générale de la météorologie en ce jour, c'est la construction et l'opérationnalisation d'un centre de veille et de prévision météo. Dans le contexte actuel, cela n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Loin des villes et des méthodes modernes de prévision du temps, les populations dans nos villages ont, sur la base d'observations empiriques, acquis un certain nombre de savoirs sur le temps et les saisons. Elles ont leur manière de lire, d'interpréter, de prévoir, bref, de faire de la météo. Adamangiti et Tanga Kafando se sont rendus à Voaga dans l'Oubrik-Tenga pour voir comment les paysans s'y prennent en la matière. En contact direct avec la nature, ils lisent tout par les signes. Le moindre changement chez les plantes comme chez les animaux annonce une information. Il suffit pour eux de savoir interpréter. Nous sommes en saison sèche et le niveau de pluviométrie de l'hivernage prochain fait déjà l'objet d'attention chez les paysans. Rasmane Ouedraogo et quelques sages du village de Voaga observent certains signes. Selon les informations que nous avons, lorsque les manguiers produisent bien, c'est une année de forte pluviométrie. C'est le cas également de cette plante, le Sclerotara bira. Nous avons également appris et observé que ces signes annoncent également une année de grand vent. Et ce n'est pas tout, d'autres signes sont également porteurs d'informations. Cette année, nous sommes convaincus qu'il va suffisamment pleuvoir. Cela se justifie par le grand froid que nous avons connu. Les anciens nous ont appris que l'année de froid est une année de grande pluie. En hivernage, le brouillard et le mouvement de certains insectes, comme les fourmis, sont annonciateurs de pluie. Lorsque vous voyez les fourmis qui rejoignent leur fourmilière en file indienne et souvent avec leurs œufs, cela signifie qu'il va pleuvoir dans les heures qui suivent. Même si les choses évoluent avec les prévisions météorologiques modernes, les détenteurs de ces connaissances endogènes trouvent qu'elles tiennent encore, car pour eux, il n'y a pas meilleure science que la bonne observation. Le marché central de Dédougou fait de plus en plus face à une insalubrité grandissante. Les tas d'ordures s'accumulent au beau milieu du marché. Les commerçants et les populations attendent des solutions de la commune qui annonce des mesures pour assainir la place. Karim Oued, 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 Oued,
Des légumes exposés par-ci, par-là, à côté d'un tas d'ordures. Des mouches qui bourdonnent entre légumes et poubelles. C'est ce que l'on peut constater entre autres dans les grands marchés de Dédougou. Commerçants et clients vivent cette situation au quotidien. Vraiment, on va faire comment? On prend et puis arrivé à la maison, on va laver. C'est ce qu'on peut faire. Des années, c'est comme ça. Beaucoup de maladies. Vous voyez, c'est pas bon. On a eu combien de mères? Ils ont parlé qu'ils vont aider juste à nos jours, ça ne va pas. Ainsi, la poubelle n'est pas seulement utilisée par les commerçants, mais aussi par les habitants qui vivent aux alentours du marché. Et le bac à ordures qui se trouve là-bas est débordé pour la simple raison que les commerçants qui devaient normalement déposer les ordures là-bas pour enlèvement ne sont pas les seuls à déposer les ordures là-bas. Tous les habitants qui environnent le marché viennent notamment souvent très tôt le matin et jeter les ordures là-bas. Il y a des gens qui quittent dans leur cours, viennent jeter les ordures. Pourtant, quand même, ils peuvent ramasser avec des feux, venir jeter. C'est obligatoire, je reste ici, juste à 22h. Regarde, suivre. La mairie est consciente de cette insalubrité et compte sur l'appui des partenaires techniques et financiers pour résoudre ce problème. On a des difficultés au côté de l'assainissement et c'est surtout la logistique. On n'a qu'une seule benne qui est très vieille, tombe régulièrement en panne pour toute la commune. Vous comprenez un peu la délicatesse du sujet. On va refaire le bac au niveau du marché et chercher un bac aux alentours du marché. Ça ne serait pas dans le marché. Pour que ceux qui pensaient déposer leurs ordures au niveau du marché puissent le faire dans ce bac-là. Il faut ajouter aussi qu'on a des partenaires qui ont prévu nous accompagner courant 2016 dans ce domaine de l'assainissement. En plus de cette insalubrité grandissante, le marché de Dédougou connaît des occupations anarchiques avec un grand nombre de hangars en paille. Visite du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme à Bobo-Dioulasso. Dieudonné Maurice Bonané a échangé avec le personnel des structures déconcentrées de son département et effectué des sorties de terrain. Il a surtout expliqué sa vision qui, selon lui, est une rupture avec les pratiques d'antan. Idrissa Warga, Christine Koulibaly. Tolérance zéro à la corruption, rupture avec les anciennes pratiques peu recommandables. Ainsi pourrait-on résumer la vision de Dieudonné Maurice Bonané pour le département en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Vision déclinée ici et valable tant dans l'administration que dans l'occupation de l'espace urbain. L'une des principales difficultés est la planification. Vous avez pu constater, nous avons pratiquement des rues marchandes partout. Ensuite, la destination des différents espaces n'est souvent pas respectée. Vous avez par exemple des espaces verts qui sont parcellés et distribués. Ensuite, organiser les acteurs qui interviennent en milieu urbain. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets qui s'exécutent en milieu urbain, souvent sans coordination. Et notre ministère assure dorénavant la coordination en relation avec les collectivités décentralisées. Et parmi les utilisateurs de l'espace urbain, il y a les promoteurs privés que l'État burkinabé veut encourager dans sa politique d'accès au logement. Les partenaires avec l'État, c'est très bien. Vous savez que tranquille le plaisir que nous on fait, c'est là. Notre objectif même, c'est d'aider ce qu'on peut aider et que je suis très fier de faire ce que je suis en train de faire avec l'État. Entre visites de voirie, de logement, échange avec le personnel et les structures décentralisées, le ministre Bonané a eu le temps de rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté, le chef suprême des Bobo Mandara. Le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, s'ouvre au grand public, une action de communication destinée à informer les Burkinabés sur les activités et les recherches faites par le BUMIGEB dans le secteur minier. Le point avec Nongba Kouda et Monkoun Dabiré. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina s'ouvre au grand public.
Le BUMIJEB veut communiquer à l'endroit des acteurs des mines et des populations pour une meilleure connaissance de ces activités. Selon son directeur général, les efforts menés par la structure pour l'exploitation du potentiel minier du Burkina restent très peu connus. D'où la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique à l'institution. Il y a un certain nombre d'activités qui accompagnent la recherche minière. C'est la direction de la recherche minière, géologique et minière, qui fait beaucoup de travaux de terrain, beaucoup de travaux de recherche qui donnent des résultats importants pour confirmer l'information du sous-sol du Burkina. Pour le ministre en charge des mines, ces journées portes ouvertes sont une opportunité d'affaires. Une occasion qui contribuera sans doute à renforcer les liens de partenariat entre le BUMIJEB et le secteur privé. Le BUMIJEB est un département clé qui nous permettra d'avoir les informations que nous allons implémenter avec le système d'information géographique, de sorte à ce que la carte géologique du Burkina soit dynamique, mais aussi très précise en termes d'information. Et ça, c'est très très important pour les investisseurs. Le BUMIJEB a été certifié comme laboratoire d'essai crédible auprès des structures canadiennes de certification. Un certificat d'accréditation présenté ici au public à cette cérémonie. Contribution du BUMIJEB, Service géologique national, au développement du secteur minier du Burkina Faso, état des lieux et perspectives. C'est le thème qui fera l'objet des différentes réflexions au cours de ces journées portes ouvertes qui se tiennent du 23 au 25 mars 2016. 50 assistants de police de la ville de Ouagadougou se familiarisent avec le concept de police citoyenne. La formation est organisée en collaboration avec la fondation Hans Seidel. Des modules comme le respect des droits humains en maintien de l'ordre et la prévention des conflits sont enseignés. Salif Belem, Aruna Mari. Faire de la police une force citoyenne et protectrice des droits des populations, c'est tout le sens d'une police citoyenne. En partenariat avec la fondation Hans Seidel, ces 50 assistants de police de la ville de Ouagadougou reçoivent ici une formation sur cette nouvelle donne afin d'être en phase avec leur époque. C'est donner tout d'abord à un policier les moyens qu'il a besoin. C'est la compétence, la capacité sociale, c'est la capacité de communication, c'est la capacité de maîtrise de stress. Il faut connaître les droits humains, il faut connaître les régulations officielles, les décrets, les arrêtés, les lois. Et ensuite, il va se comporter de manière à ce que le citoyen est capable de lui faire confiance. Un petit mot gentil de bonjour, madame, comment allez-vous? Ça change toute la donne. L'approche police citoyenne vise à la rendre plus respectueuse des droits humains selon la fondation. Des modules leur seront enseignés dans ce sens. Le premier module, c'est la police de proximité. C'est le cadre général dans lequel s'exerce. Ensuite, nous allons aborder la question de l'accueil dans les différents services de police, notamment l'accueil, le bon accueil, l'orientation, le renseignement. Après ce module, nous allons aborder la question des droits de l'homme. Il y a d'autres aspects assez secondaires qu'on appelle la gestion du stress. Le policier, sans cesse sur la voie publique, sans cesse dans ses missions, fait face à beaucoup de stress qui peut donc déteindre sur la qualité de ses services. Plusieurs échelons de la police seront concernés. Débuté mardi 22 mars, la formation va se poursuivre jusqu'au 31 mars. Le slam fait son entrée pour la première fois à la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres de la SNC. Une innovation bien accueillie par les slameurs à l'image de Moustapha Dera. Ce jeune slameur étudiant à l'université de Dédougou compte jouer sa partition à cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Paul David Bambara, Fousseni Kindo. Chaque soir après les cours à l'université de Dédougou, c'est le même rituel pour Moustapha Dera. Le jeune homme de 20 ans rallie ce domicile privé dans un quartier périphérique de la ville. Il y retrouve son ami Francis Tambélé, élève, mais aussi balafoniste à ses temps libres. Après les salamalek, pas le temps de traîner. Il faut aller vite. La SNC, la Semaine nationale de la culture, c'est dans quelques 2 semaines. Cette année, pour la première fois, le slam fait son entrée au G pénal, le Grand Prix national des arts et des lettres. On a longtemps souhaité que ceux qui aiment cet art oratoire puissent avoir des podiums pour s'exprimer. Et on a commencé par la compétition de slam pour la patrie. Et on a apprécié cette initiative. Pour affiner sa préparation, notre slameur répète 4 à 5 fois par semaine. Ces répétitions durent en moyenne 2h30 par séance.
Avec son musicien, il s'impose des exigences. Trouver la mélodie qui sied le mieux pour donner du rythme à son texte et de la saveur à ses déclamations. J'essaie de déclamer mon texte pour que le balafoniste écoute ça. Et lui, il essaie de voir en fonction du balafon, essayer de trouver un beat adéquat et pour qu'on ait une symbiose entre la mélodie du balafon et ma voix. Mais ce travail de fourmi n'est pas exempt de difficultés. Les distances entre l'université, le lieu de répétition et là où habite le jeune homme exigent quelques dépenses pour le déplacement. Bon, parfois il y a un manque d'argent, donc je n'arrive pas à venir, on reporte nos répétitions et je pars courir par-ci par-là pour avoir un moyen de déplacement pour pouvoir venir. C'est la seule difficulté et majeure. Nous pouvons dire, avec les adeptes de la positivité, que l'Afrique sera la... Malgré tout, Mustapha Dera investira la scène de la 18e Semaine nationale de la culture en fin mars. Il compte même repartir avec le trophée du meilleur slammer. Il y aura beaucoup de candidats peut-être plus bons que moi, mais je pense qu'avec la confiance et avec l'intensité qu'on met dans la répétition, je pense que ça pourra aller. En attendant, il est conscient qu'il faut travailler et retravailler le talent. Si pour le poète malgache Flavien Rainavo, seul le travail fait l'homme, pour Mustapha Dera, seul le talent fera l'artiste. À l'étranger, les enquêteurs sont à la trousse des terroristes qui ont commis les attentats contre l'aéroport et une station métro de Bruxelles. Les investigations ont permis d'identifier 4 suspects, dont 2 frères, les frères El Bakraoui. Les enquêteurs s'activent pour retrouver les auteurs des attentats de Bruxelles, identifier les exécutants et leurs complices. Plusieurs perquisitions ont ainsi été menées depuis les attaques. Ce que les autorités ont établi jusque-là, c'est qu'au moins 4 hommes sont directement impliqués. Dans l'attentat à l'aéroport, il y a 3 individus repérés sur une photo de vidéosurveillance. Les 2 vêtus de noir se sont fait exploser. Celui du milieu s'appelle Ibrahim El Bakraoui, un Belge de 29 ans connu des services de police. L'autre kamikaze n'a pas été identifié. Quant au 3e individu avec un chapeau, il a pris la fuite. Grâce au témoignage du chauffeur de taxi qui avait conduit les 3 hommes, les enquêteurs sont remontés jusqu'au quartier de Schaerbeek, dans le nord-est de Bruxelles. Ils ont fait là plusieurs découvertes. Les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim El Bakraoui, dans lequel il déclare, je cite, « Être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité, et que, s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule. » Pour de nombreux observateurs, l'expression « à côté de lui dans une cellule » fait référence à Salah Abdeslam, ce suspect clé dans les attentats de Paris. Il a été interpellé vendredi dernier à Bruxelles. Concernant l'explosion dans le métro, le procureur a indiqué qu'elle est l'œuvre d'un kamikaze, en l'occurrence Khalid El Bakraoui, le frère d'Ibrahim. Ces attentats ont fait 270 blessés. C'est le dernier bilan donné par les autorités qui ont dit craindre que ce bilan ne soit revu à la hausse. Les attentats de Bruxelles, le sit-in des agents de la Sotraco et la marche de protestation des étudiants du centre universitaire polytechnique de Waiguya, ce sont les principaux sujets traités dans vos quotidiens du jour. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Y a-t-il généralisation des mouvements d'humeur au Faso? Les quotidiens nous font cas de plusieurs manifestations. Les agents de Sotraco à Ouagadougou, les étudiants de Polytechnique à Waiguya. Entre sit-in et Batma du Macadam, les manifestants réclament de meilleures conditions. À Sotraco, les agents exigent le dédouanement de 4 bus retenus en douane depuis novembre 2015, affiche aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes du journal, le délégué du personnel explique que la direction de la société dit ne pas avoir de l'argent, pendant qu'elle se paie des voyages d'études en Afrique du Sud et en Chine, et ce alors même que des bus sont en train de pourrir en douane. La direction, elle, s'en défend dans le quotidien, elle se dit surprise du mouvement car le seul problème à sa connaissance concerne la plateforme revendicative qui date de 2014. Pendant ce temps, les étudiants du centre universitaire polytechnique de Waiguya marchent sur le gouvernorat. La grève qu'ils ont observée les 9 et 10 mars dernier n'a rien changé à leur situation. L'observateur Palga fait écho de la remise de leurs revendications au gouverneur de la région. Les problèmes sont nombreux et les étudiants en ont ras-le-bol. Attaque terroriste sur Bruxelles et ils ont fini par frapper la capitale de l'Europe, comme Bamako, Ouagadougou, Abidjan, Paris avant. Ces attaques sur le sol belge étaient prévisibles, écrit Le Soir.
La capitale européenne était déjà dans l'œil du cyclone. La question était de savoir quand elle sera frappée. Depuis ce 22 mars, on a la réponse avec un bilan effroyable. Pour aujourd'hui au Faso, ces attaques sonnent comme l'expression de la rivalité entre l'État islamique et AQMI. Leur dénominateur commun prouve qu'ils ne sont pas anéantis. Ils sont contre le monde libre et ses valeurs universelles. Alors ils tentent d'imposer leur logique. Après Bruxelles, la question est de savoir maintenant qui sera le prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h15 et vous retrouverez Jacques Lamissa Tarpaga.